Bonjour à tous. On va faire les petits réglages techniques qui s'imposent pour que vous puissiez déjà me confirmer que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de micro. Donc du coup, si vous pouvez juste nous répondre pour nous assurer que vous entendez bien ce que je dis. On va voir quel est le premier qui réagit. Allez, tiens, on va voir si vous êtes bien réveillés pour ce webinaire. Quel est le premier qui va nous dire qu'il nous entend bien? Allez, c'est parti. Qui est-ce qui a gagné, du coup, Mathias? Bastico. Madame Bastico, c'est bon, super. Ah, bah, ça y est, on a le tiercé, c'est parti. C'est les dames qui sont les plus réactives. Merci à vous tous. Bon, super, génial. Eh bien, écoutez, merci de. On va démarrer. Quelle heure il est 9h, Mathias? Allez, on va attendre 2-3 minutes. Donc, comme vous l'entendez, je suis pas tout seul. Je vais vous présenter Mathias avec qui on va passer cette heure ensemble. Et puis, on va vous donner quelques informations. J'en profite du coup pour attendre ces 2 minutes pour vous dire qu'il fait un temps superbe à Lyon. J'espère qu'il fait beau également chez vous. Et puis, on va démarrer. Alors, on y va tous les deux. Je suis aujourd'hui avec Mathias. Je vais bouger un petit peu mon écran. Voilà. Bonjour à toutes et tous. On est donc tous les deux. Mathias, il va avoir le rôle assez important de venir à la fois échanger avec vous si vous avez des questions pendant cette séance. Donc ça va durer 1 heure. J'espère qu'on va pouvoir tenir le timing. En tous les cas, je vais m'y engager. On a beaucoup de choses à partager. Je voulais aussi vous dire, et merci à vous tous, qu'on a battu notre record chez Crop & Co de webinaire, puisque vous êtes presque 49. On attendait le 50e ce matin, mais voilà, vous êtes 49 inscrits pour ce webinaire. Et puis vous dire aussi bien sûr, on rendra disponible ce qu'on va partager. Alors, c'est le petit moment technique où je vais afficher le document qui va me servir de support pour cette présentation. Hop, allez, on est parti. Est-ce que, Mathias, tout ça fonctionne? C'est tout bon? Bon, donc je vous propose qu'on parle en effet de cette question de la mise en place de l'organisation achat performante dans le secteur public. Donc du coup, on va traiter de ce point ensemble. Donc je vous ai dit qu'en effet, j'étais avec Mathias pour cette séquence. Vous pouvez poser des questions à tout moment, hein. Alors on verra un petit peu comment on les prend, ces questions. S'il y a vraiment un point qui est important par rapport au déroulé de la présentation, et ben Mathias me fera un petit signe et puis j'essaierai d'y répondre pendant la présentation. Sinon, on les traitera plutôt en fin de présentation. Mais une fois encore, voilà, je m'engage à répondre à toutes vos questions. Et puis si jamais vraiment il y avait des choses plus précises par rapport à votre contexte, ben, à ce moment-là, peut-être que je reviendrai vers vous après la présentation. Mais tout ce qui peut être partagé, n'hésitez pas. Donc surtout, utilisez la capacité de poser des questions. Donc, ce que je vous propose, en 2 mots déjà, c'est de resituer Crop & Co et pourquoi, du coup, on vient parler de ce sujet. Donc, notre activité chez Crop & Co, c'est d'aider les entreprises et les organisations publiques à mettre en place, quand elles n'existent pas, ou à développer les organisations achats, hein. Donc, on est vraiment dans un métier d'accompagnement à la mise en place de l'organisation, avec tout ce que ça peut comporter. On y reviendra. Pour supporter la mise en place de l'organisation, eh bien, du coup, on peut être amené de temps en temps à former des équipes, à proposer une solution digitale. On verra que le digital, c'est une thématique aussi importante puisqu'on a développé notre propre plateforme de support aux organisations achats qui s'appelle Ocaveo. Et puis, de temps en temps, bien sûr, on est aussi amené à concrètement mener des opérations de suivi de dossiers achats. Et là aussi, on le regardera. Aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on veut partager ce temps avec vous, on a une bonne connaissance de l'univers achat des organisations publiques et privées. Hein, pour faire très raccourci, la moitié de nos clients chez Crop & Co, ce sont des organisations publiques et l'autre moitié des organisations privées. Je vous ai mis ici sur la planche des clients plutôt récents avec qui on a mené des missions ces 18 derniers mois. Hein, Crop & Co, c'est une entreprise qui a maintenant une quinzaine d'années, donc on a accompagné beaucoup d'entreprises et d'organisations. Voilà, donc du coup, ça nous donne un peu de regard sur ce qui se passe. C'est ça qu'on veut partager avec vous. On détient aucune vérité. Par contre, ça fait une quinzaine d'années qu'on est dans ce monde du développement des organisations et du coup, ça nous semble intéressant de partager avec vous nos constats.
Au-delà de ce qu'on va se dire dans cette vidéo et dans ce que je vais vous envoyer, je vous remets le lien avec le site Crop Co parce que de plus en plus, on va publier de l'information sur ce site pour essayer de vous aider à peut-être partager des idées avec vous. Et puis, on s'est lancé aussi dans une belle aventure de créer des livres blancs parce que du coup, c'est une bonne manière pour nous de formaliser un peu nos savoirs et puis de les partager avec vous. On en a un premier sur les organisations achats performantes, un deuxième sur la transformation digitale, et puis depuis quelques temps, on a créé un troisième livre blanc autour des leviers achats, et il y en a d'autres qui sont en préparation. Alors, ce qu'on va partager ensemble pendant cette heure, premièrement, qu'est-ce qui caractérise une organisation achat dans le secteur public, puisque le thème, c'était dans le secteur public, et du coup, peut-être qu'on verra dès le début de ce séminaire qu'en vérité, en tous les cas, c'est une de nos convictions, public-privé, il y a énormément de choses très, très similaires. Après, il y a des logiques de contexte et de secteur, mais en tous les cas, pour ce qui est du métier des achats, il y a énormément de points similaires et on les partagera. Ensuite, je reviendrai avec vous sur les 3 étapes pour conduire le changement et on verra là aussi un petit peu les éléments un peu de repère, ou je qualifierais presque de structurants, qui s'appuient bien sûr sur beaucoup d'expériences vécues, de situations que l'on marché et d'autres un peu moins, et donc du coup qui nous permettent aujourd'hui d'être très précis sur la manière dont ça peut se dérouler. Voilà. Au-delà de ces étapes, je vous présenterai quelques éléments importants du dispositif qu'il faut mettre en place. Peut-être que certains ont mis en place déjà aujourd'hui. On les partagera. On viendra aussi pour, même si on est très positif et enthousiaste sur ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, ça veut dire que c'est des points de vigilance pour vous importants. Et puis enfin, je vous donnerai quelques exemples en fonction du temps qu'on aura. On pourra illustrer tout ce qu'on vient de se dire par des éléments très pratiques. Alors bien sûr, le premier sujet qu'on pourrait partager, qu'est-ce qu'on mettrait derrière cette dimension d'organisation achat performante. Voilà, j'aime bien souvent poser cette question. Qu'est-ce que c'est pour vous une organisation achat performante? Parce que déjà, à ce moment-là, vous avez déjà on a un début de l'histoire qui commence à se raconter, et c'est quand même un point important que je vous encourage à partager, notamment avec votre direction, sur qu'est-ce qu'on va mettre derrière ces mots. Alors, on a essayé nous d'amener des réponses assez concrètes, et ces réponses, moi, je les amène autour d'un premier thème que je retrouve souvent avec les acheteurs que je rencontre, c'est la dimension de la création de valeur. C'est de partout, c'est une thématique qui prend beaucoup d'ampleur. On a quitté le monde un peu de l'acheteur négociateur de prix et on est sur cette dimension de création de valeur. On a souhaité, nous, l'illustrer de manière très concrète. Premièrement, et je pense que c'est important, cette création de valeur, elle s'éclaire autour de la performance économique. On est dans le monde des achats, à travers ce qu'on est amené à faire, il y a beaucoup d'enjeux économiques, et je crois qu'il faut pas le négliger, il faut pas se focaliser uniquement sur ce sujet, mais dans la création de valeur, il y a une création de valeur autour de la performance économique. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ça, c'est un thème qui est peut-être moins exprimé, mais je trouve qu'il fait tellement de sens ces derniers temps, c'est que je pense qu'une fonction achat, elle est aussi souvent là pour faciliter la vie des utilisateurs, et souvent les aider à faire leur métier. Je reprendrai quelques exemples, mais c'est un thème qui est important, qui va beaucoup nous aider autour de la performance de l'organisation achat et qui va déplacer un peu le regard des autres sur le rôle de l'acheteur. Troisièmement, on est dans un monde, on y reviendra aussi un peu plus loin, avec des fournisseurs et des risques aux fournisseurs qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Et donc, du coup, cette création de valeur aux achats, elle va nécessiter que vous puissiez adresser cette problématique. Comment aujourd'hui, les fournisseurs de mon organisation, je puisse m'assurer qu'on maîtrise et on contrôle au mieux les risques, et comment je vais piloter les fournisseurs stratégiques. Si tant est que j'ai répondu à la question, c'est quoi un fournisseur stratégique? Quatrième axe de la création de valeur, et vous le savez, notamment on va parler d'achat responsable, donc toutes ces pratiques RSE, c'est une thématique qui prend énormément d'importance et qui fait beaucoup de résonance au niveau du métier achat, mais bien évidemment également l'innovation. Et là aussi, l'idée de cette contribution à l'innovation, c'est que concrètement, une fois qu'on a dit qu'on voulait contribuer à l'innovation, c'est bien, mais comment ça se passe? Et là aussi, il y a des réponses pratiques. Puis enfin, le dernier point, et c'est aussi une conviction qu'on a chez Crop Co depuis quelques années, c'est que
ben, vous êtes là pour installer la culture achat et développer un réseau de connaissances. Je suis pas énormément convaincu que vos équipes achats, elles vont beaucoup grandir dans les années qui viennent. Par contre, ce qui va beaucoup grandir, c'est la conscience achat de votre organisation. Et donc, vous allez devoir créer un dispositif pour communiquer, installer les cultures, la partager et presque raisonner comme un community manager des achats. Hein, on y reviendra, mais ça veut dire que vous avez une orientation de communication qui est forte, parce qu'une fois encore, on va pas, vous êtes une fonction support et vous le resterez, donc on va pas créer des équipes conséquentes sur le métier achat. Donc vous devez réfléchir à cette dimension. Voilà, donc là vous avez déjà 5 thèmes qui posent un peu ce qu'on va pouvoir retrouver dans la création de valeur d'une organisation achat. Et là, pour le coup, secteur public, secteur privé, on est dans des approches qui sont très, très, très similaires. Alors, deuxièmement, je voulais un peu par provocation, puisque le thème c'est comment on met en place une organisation achat performante, on pourrait, si on voulait remonter la question, de se dire mais pourquoi on mettrait en place une organisation achat performante? À plein d'endroits, ben, les achats sont opérés, hein, alors certes de manière pas toujours très performante, mais c'est opéré, hein, on vous a pas attendu pour que du coup l'entreprise, l'organisation, le conseil départemental, la région dans laquelle vous êtes s'occupe d'achat, hein, tout ça c'est déjà opéré. Alors je reviens rapidement sur oui, on le voit d'ailleurs assez souvent, nous, quand on travaille avec des organisations, eh bien, j'allais dire, la pression économique, elle aide souvent à se dire, bon, il faut sûrement qu'on dépense un peu différemment, qu'on dépense mieux. Et donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est une des raisons essentielles qui pousse à mettre en place des politiques achats. Deuxièmement, il y a le changement de modèle, hein, on le sait, en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais on le voit bien aussi au niveau de nos organisations. Il va bien falloir qu'en effet, on ait des modèles et des approches assez différentes dans ces relations sociales, dans la gestion de cet environnement. Et là, les achats, on va le voir très concrètement, peuvent être un vrai levier. On est dans un univers numérique, hein, et là aussi, ça fait beaucoup d'écho par rapport à nos métiers. On y reviendra. L'innovation, voilà. Vous avez autour de vous un certain nombre d'entreprises, ce qu'on pourrait appeler cet écosystème. Eh bien, cet écosystème, comment on l'anime pour que du coup les bonnes idées de cet écosystème viennent chez nous. Hein, voilà. Et du coup, c'est pas aussi évident que ça. Posez-vous la question. Si moi j'étais une start-up, j'ai une super idée et que je veuille la présenter à un hôpital ou que je veuille la présenter à une métropole, comment je fais? À qui je m'adresse? Mais du coup, si vous n'avez pas à l'entrée de cette métropole ou de cet hôpital une interface innovante qui permet de relier l'extérieur à l'intérieur, c'est compliqué. Et puis, je vous l'ai dit, il y a un point qui est absolument essentiel, qu'on a quelquefois un petit peu tendance à oublier, ce sont les fournisseurs. Voilà. Et moi qui suis un vieux des achats, je le dis souvent, il y a beaucoup de choses qui évoluent doucement dans notre métier, et c'est bien, c'est un peu lent à mon goût, mais ça évolue. Il y a quelque chose qui a évolué très rapidement ces dernières années, c'est la manière dont les fournisseurs fonctionnent et interagissent avec vous. Voilà, tous les fournisseurs vous évaluent, vous mettent des notes, décident avec qui ils travaillent, comment ils travaillent. Hein, vous le retrouvez, si vous n'avez pas fait ce travail un peu de réflexion, dans vos appels d'offres, quand ils sont infructueux, quand vous n'avez pas suffisamment de réponses, c'est parce que du coup, ce marché fournisseur, on l'a pas assez travaillé. Donc du coup, la mise en place d'une organisation achat, elle va aussi permettre de mieux appréhender quels sont les fournisseurs importants pour nous. Et n'oubliez jamais que le maximum de la performance que vous délivrez en tant qu'organisation publique vient de vos fournisseurs. Hein, il y en a un petit bout qui vient de vous, mais voilà, enlevez les fournisseurs d'un hôpital et il n'y a plus d'hôpital. Enlevez les fournisseurs et le fonctionnement d'une région et il n'y a plus de région. Donc du coup, comment ces fournisseurs, on va travailler avec. Voilà. Et puis du coup, comme le thème de mon intervention, c'était l'organisation achat dans l'univers public, on va dire que vous êtes nombreux, quasiment exclusivement d'ailleurs de l'univers public à vous être inscrits à ce webinaire, mais en vérité, on va le voir aujourd'hui, c'est à peu près la même chose entre le public et le privé. C'est-à-dire que le premier élément de comparaison absolument identique, c'est le processus achat. C'est-à-dire qu'on soit, une fois encore, dans une communauté d'agglomération, qu'on soit dans un univers industriel ou de service, notre métier démarre toujours avec de l'analyse des besoins, avec une analyse du marché fournisseur, avec la définition d'une stratégie, hein, ou pour vous, plus exactement, d'une démarche contractuelle qu'on va mettre en œuvre. Et puis, il va y avoir une phase d'appel d'offres, de consultation, qu'on pourrait appeler de compétition,
quelques fois de négociation, et puis enfin de mise en œuvre, d'exécution et de suivi. Et ça, ce processus, une fois encore, tout le monde a le même. Voilà, il est assez structurant. Alors, bien évidemment que dans votre univers, on a culturellement et en termes, on va dire, contractuels, un certain nombre de règles, hein, mais tout comme on a également des règles dans l'univers privé, hein, si ce n'est elles sont normées un peu de manière différente. Donc pour moi, le premier point, en vérité, c'est un point qui est identique. Deuxièmement, quand on parle de secteur public, j'ai pris ici quelques exemples. En vérité, notre secteur public, il est très large parce que quand on parle d'un ministère, on est dans l'univers public. Quand on parle d'un GHT, on est dans l'univers public. Quand on parle d'une communauté d'agglomération, c'est la même chose. Quand on est à la métropole du Grand Lyon ou bien à la SNCF, à chaque fois, on est dans cet univers public. Et pour autant, on va retrouver des situations très différentes, hein. Donc du coup, là aussi, cassons un petit peu l'idée de trop vouloir globaliser ou généraliser, hein. On a d'excellentes pratiques achats et des grandes maturités de partout aujourd'hui, hein. Et vous qui êtes là aujourd'hui, vous le savez sûrement. Donc attention à pas rentrer dans cette volonté d'opposer, comme moi je l'entendais il y a très longtemps, le public et le privé. La meilleure des preuves, c'est l'emploi, hein, et aujourd'hui, et de plus en plus, et le phénomène tend à s'accélérer. On va retrouver dans des univers publics des acheteurs qui viennent du privé. C'est un mouvement qui est en train de s'opérer. Alors, si on regarde maintenant un petit peu l'histoire des achats ou des organisations achats dans l'univers public, et là aussi, je vais essayer de pas trop généraliser, mais le format de mon intervention le nécessite un peu. Et bien, au départ, on était dans cette volonté de sécuriser, ce qui fait que quand on a créé les premières organisations, d'ailleurs, on parlait pas d'achat, on était bien loin des achats, on parlait souvent des marchés, on parlait même de cellules juridiques, hein, donc du coup, vous voyez, les mots ont beaucoup de sens. Donc, la volonté, c'était surtout de se dire, en fin de compte, ce qu'on va devoir opérer avec des tiers, on veut le sécuriser, hein, et donc du coup, on veut en effet ne pas avoir de recours, de contentieux, et donc du coup, on était vraiment sur une fonction qui était très juridique. Et puis, il y a quelques années en arrière, on prendra un peu le regard, on a commencé à se poser la question de la performance économique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait sécurisé, comment on a amené cette performance économique, et on a vu commencer à arriver à côté des approches juridiques et marchés, des approches achats qui ont commencé à se poser la question d'introduire cette dimension. Et puis aujourd'hui, pour donner un petit peu une cohérence avec des fonctions qui sont à la fois différentes et connexes, et bien du coup est arrivée cette dimension de la commande publique, hein, avec le code qui vient un petit peu englober toute cette dimension-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va le voir au niveau des organisations, on retrouve ces deux activités qui sont à la fois différentes et connexes, différentes parce qu'elles font souvent appel à des pratiques différentes et à des comportements et à des compétences différentes, mais pour autant, l'une se nourrit de l'autre. Donc c'est un petit peu l'histoire de ce qu'on a vécu. Voilà. Donc le premier point, je serais tenté de dire pour le synthétiser, oui, vous êtes dans un univers, on va dire un peu particulier parce qu'on est dans cet univers public qui s'est beaucoup transformé ces dernières années. Mais j'allais dire sur le métier qui nous intéresse, les achats. Pour moi, voilà. Et j'allais dire que modestement, Cropenco en est un bon exemple. Je peux vous dire que je viens pas de cet univers public et aujourd'hui, la moitié des actions qu'on mène, elles sont dans l'univers public avec des consultants qui ont certes une bonne connaissance, une bonne culture, voire qui eux-mêmes viennent un peu du public, mais pas que, hein. Et donc du coup, c'est pas voilà, il n'y a pas de raison que ça soit structurellement très différent. Alors ensuite, puisque le thème c'est comment on met en place l'organisation, moi je voudrais revenir sur un point qui me semble important, c'est que la mise en place d'une organisation achat, où que vous soyez, c'est avant tout une mise en place autour d'une conduite de changement, hein. Certes qu'on va appliquer à notre métier achat, mais c'est en clair comment on va conduire le changement. Donc là pour le coup, hein, j'ai pas voulu faire une présentation centrée que sur ce thème-là, mais vous pourrez, et puis je vous mettrai quelques liens dans le replay sur un peu de littérature sur le thème de la conduite du changement. Le premier point, il est crucial. Quand vous voulez conduire un changement, quel qu'il soit, il faut partager un constat, hein, et on y reviendra. Donc ça, c'est la première étape. Deuxièmement, une fois que vous avez fait le constat de là où vous êtes aujourd'hui, c'est important de définir la cible. Hein, voilà, on est où aujourd'hui dans ma communauté de communes par rapport au métier achat, et surtout,
où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre ambition. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien du coup, il y a une mise en place assez structurée, assez méthodique, sur laquelle vous allez devoir régler un peu la profondeur et le rythme de la mise en place. Mais tout ça, ça se conduit. Donc retenez bien que vous ne pourrez pas aller directement, par exemple, à définir une cible. Hein. Des fois, on me dit, on veut mettre en place une politique achat. Super, mais d'où on part, hein. Et le d'où on part, il est crucial. Hein. Je prends l'exemple un peu plus loin dans la présentation du médecin et du pharmacien. On commence jamais par aller chez le pharmacien. Hein. Alors, je sais il y a l'automédication, hein, on peut en parler, c'est un autre débat, mais en tous les cas, pour moi, le constat, c'est comment nous sommes aujourd'hui. Hein, parce que vous allez le voir, ben, autant de personnes dans l'organisation, autant de manières de la regarder. Donc, tant que ce constat n'est pas partagé, vous ne pouvez pas aller à une étape de construction. Voilà. Et puis enfin, ben, l'étape de construction, la cible et la feuille de route, elle est absolument cruciale pour garantir la mise en place. Si vous démarrez par la mise en place, ben, on va aller sur des solutions. Alors oui, on peut faire de la formation. Et puis on en fait. Oui, on peut acheter une solution digitale sur les achats. Mais tout ça, pour moi, c'est au service de. Voilà. Et qu'est-ce qu'on adresse comme problématique quand on veut former, développer les compétences, mettre un système d'information achat. C'est quoi la cible, hein? Donc, ne tombez pas dans le piège, quelquefois, sur lequel on est un peu amené à être poussé d'aller vers une solution. Démarrer l'histoire sur où est-ce qu'on est et quelle ambition on veut avoir. Mathias, ça, tout va bien. Bon. Ah, Mathias va bien et vient de vous publier un sondage. Donc, du coup, n'hésitez pas à cliquer. On a oublié de dire, il y a rien à gagner, hein, pour le sondage. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Alors, on va reprendre quelques éléments. Je surveille en parallèle notre heure pour tenir le timing que je me suis engagé à tenir. Le constat. Alors là, du coup, je me suis un petit peu inspiré de ce qu'on vit quand on fait les constats avec vous, mais à la limite, ce que je vous écris là, vous pouvez le faire tout seul. Premièrement, quand on parle de métier achat, c'est intéressant dans votre organisation d'aller écouter toutes les personnes qui sont concernées. Hein, on pense souvent aux acheteurs, aux équipes marché, mais pensez à celui qui a le besoin, pensez au prescripteur, pensez au directeur général, pensez aux gens des services supports, comme les gens des services comptables, etc. D'essayer d'interroger toutes ces personnes pour se dire comment vous voyez aujourd'hui le fonctionnement des achats. Vous verrez déjà que vous allez devoir faire un petit peu d'effort de précision, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, les achats, les marchés, les appros, c'est la même chose. Hein, et du coup, ben, il faut réexpliquer un petit peu nos terrains de jeu. Deuxièmement, alors quand je parle des parties prenantes, il peut être excessivement intéressant, au passage, on le fait nous dans nos missions, d'aller écouter un peu vos fournisseurs. Hein, parce qu'au-delà de ceux qui sont dans l'organisation, ceux qui vous connaissent très bien, c'est vos fournisseurs, parce qu'ils interagissent avec vous. Ça vous permet, une fois que vous avez fait ces rencontres, de venir évaluer votre maturité. On va y revenir juste après. Où est-ce que nous sommes sur cette échelle de maturité? Comment on se positionne sur nos pratiques achats? Comment on se positionne sur le pilotage des achats? C'est excessivement important de positionner cette maturité. Et puis enfin, une fois que cette maturité est positionnée, il faut partager ce regard. Hein, on va le voir, on n'a pas tous le même regard, c'est normal, mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne le partage pas. Hein, il faut bien qu'on partage ce regard. Voilà, donc sur le constat, vous rencontrez les parties prenantes, vous évaluez la maturité, et vous partagez ce constat. C'est le point de départ. Alors, pour faire le constat de la maturité, on s'est nous-mêmes chez Kropenko appuyé sur à la fois un certain nombre de vécus concrets, et quand on a créé l'entreprise, on s'est tout de suite dit, mais comment du coup on va analyser la maturité? Donc on a développé une méthode qui s'est enrichie au fil du temps, elle vient de se compléter un petit peu ces derniers mois, et on y reviendra parce qu'on a publié sur cette méthode et on va la documenter. Donc, je vais vous présenter ici de manière un peu rapide pour tenir le timing, mais en tous les cas, les 9 thèmes sur lesquels on veut que vous puissiez, en tous les cas, nous, on vient vous positionner quand on vous regarde, et je pense important de faire à minima une auto-évaluation. Hein. Vous pouvez chacun vous dire, bah, tiens, dans mon organisation, comment je nous positionnerai, mais aussi de la partager une fois encore. Le premier thème sur lequel on s'interrogeait, c'est la direction générale. Voilà. Vous ne pouvez pas développer et mettre en place une organisation achat dans votre univers si vous n'avez pas créé, on verra un petit peu l'interaction, si vous n'avez pas une direction générale, à minima, qui est consciente des enjeux stratégiques des achats.
Ça peut paraître basique, tellement que pendant des années, on l'avait oublié chez Crop Co. On l'a rajouté depuis maintenant quelques années, parce que les exemples qu'on a, c'est que et on se faisait la remarque, quelquefois on dit, mais là c'est super, on a un patron d'achat qui est au clair, on a une équipe qui est très formée, et qu'est-ce qui fait que du coup on n'arrive pas à avoir une performance plus globale? Eh ben, c'est parce qu'on a un directeur général à qui on n'a pas suffisamment bien raconté l'histoire des achats et qui n'est pas en conscience. Donc ça, c'est un premier thème. Deuxième thème, bien sûr, les ressources humaines. Hein. Vous travaillez avec donc là, je parle de l'équipe achat au sens large. Donc là, il vous faut, en fonction de votre taille, hein, et on n'est pas dans des logiques, une fois encore, de volume, mais il faut que les personnes qui soient aux achats, elles soient en compétence d'opérer le métier, de le comprendre, et ça, c'est absolument essentiel. Donc, on reviendra sur les compétences. Troisièmement, les pratiques. Hein. On est dans un métier où il y a quelques pratiques. Ben oui, un acheteur, il sait écrire une stratégie d'achat. Un acheteur, il a des compétences comportementales. Un acheteur, il sait conduire une négociation. Un acheteur, il sait challenger un besoin interne. Donc tout ça, c'est des éléments de pratique. Quatrièmement, et une fois encore, c'est très structurant maintenant, comment on met en place notre maturité selon la dimension des achats responsables. Hein. On fera sûrement des actions de communication plus fortes sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de matières très intéressantes, mais il faut qu'on puisse s'adresser. Cinquièmement, les clients internes. Hein, alors, je suis embêté, j'aime pas ce mot de client interne, mais à chaque fois, je sais pas trouver d'autres mots. Donc, on le conserve. En clair, c'est votre partenaire de jeu. Hein, si on fait des achats, c'est qu'on a quelque part dans l'organisation des personnes qui ont des besoins. C'est avec eux qu'on va challenger. Donc, comment on discute avec ces personnes, comment on est proche d'eux, comment on leur donne envie de travailler bien avec nous au bon moment, comment peut-être quelquefois on va leur donner envie de travailler sans nous, mais avec des bonnes pratiques achats. Les clients internes, c'est vraiment un thème de maturité. Les fournisseurs, je vous l'ai dit, hein, alors vous êtes sur un monde où vous interagissez. Si on devait démarrer l'histoire, on va dire qu'on se concentrerait sur les fournisseurs stratégiques. Hein, c'est avec eux qu'il faut démarrer l'histoire. Donc, comment vous échangez avec vos fournisseurs. Le digital, hein, c'est ce qu'on appelait avant les systèmes d'information, ou en tous les cas, toute cette dimension un peu outillée. Là aussi, c'est important que vous évaluiez votre maturité sur ce thème. Le huitième pilier, c'est le pilotage. Voilà, parce que du coup, comment vous communiquez, c'est quoi votre tableau de bord, c'est quoi votre reporting, quels sont les indicateurs sur lesquels vous travaillez. Et puis enfin, le dernier des thèmes, on l'a vu un peu plus haut, c'est la communication. Comment vous allez communiquer en interne dans votre écosystème, mais aussi comment vous allez communiquer avec vos fournisseurs, comment peut-être demain vous allez communiquer avec une organisation professionnelle. Voilà, en clair, comment vous allez véhiculer un certain nombre d'éléments sur votre organisation. Voilà. Un premier exercice qu'on pourrait faire très rapidement, c'est de se dire sur ces thèmes où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on pense être plutôt à un bon niveau de maturité, et où est-ce que peut-être on est sur un niveau de maturité plus faible. Parce que du coup, avec cette évaluation, vous allez pouvoir clairement engager le partage du constat et puis les éléments d'amélioration. Alors, on pourrait se dire pourquoi le constat est important. Premièrement, et c'est un peu provoquant, mais c'est tellement vrai, et vraiment, croyez-moi, et peut-être que c'est pas vrai chez vous, tant mieux et super, mais souvent les directions générales connaissent pas grand-chose aux achats. Voilà. Alors, pendant des années, je me suis dit, mais c'est impossible qu'un DG ne puisse pas comprendre pourquoi c'est important, parce que c'est un DG. Donc, du coup, je me suis toujours dit, mais puisque c'est un DG, c'est quelqu'un d'intelligent et d'important, c'est vrai. Mais du coup, il comprend pas parce que souvent, les DG, déjà, premièrement, ils viennent pas souvent du métier achat, hein, hormis dans des secteurs très matures sur le métier comme l'automobile ou l'électronique ou la grande distribution. Ça veut dire que du coup, comme ils viennent pas du métier, de là où ils viennent, on leur a souvent pas beaucoup parlé d'achat. Alors c'est en train de changer, mais il y a tellement d'endroits où vous avez encore des DG, et vous le savez, peut-être que certains le vivent quotidiennement, sont pas très à l'aise avec le métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le partage du constat, il va être intéressant. Parce que vous voyez, sur cette diapo, quand on va raconter l'histoire des achats à travers cette maturité, moi j'ai souvent des DG qui me disent, mais les fournisseurs, oui, mais les fournisseurs, c'est nous qui leur disons ce qu'il y a à faire. Oui, mais non, le pilotage, le digital, la communication. Donc du coup, c'est important. Deuxièmement, chacun a une vue différente. Hein. L'utilisateur, il va regarder le métier achat souvent un peu comme soit une fonction qui l'aide à acquérir son besoin ou son service, soit des fois pire, hein, des gens qui sont là pour lui casser un peu les pieds avec cette procédure, cet appel d'offres, ces temps de réponse, etc. Et puis enfin, c'est d'autant plus important de le faire, c'est que vous le savez bien dans l'organisation, il y a beaucoup de personnes très concernées par le métier achat. Hein, j'aime à le répéter.
les achats, c'est peut-être la seule activité d'une organisation qui est faite par autant de personnes. Voilà, hein, dans beaucoup d'organisations, chacun est spécialiste, mais les achats, le besoin, le fournisseur, voilà, il y a plein de thèmes. Donc du coup, ce constat, il est vraiment important de le partager. Allez, je vais aller vite sur les achats. Ensuite, une fois qu'on va passer du constat à la mise en œuvre, on a ce travail, hein, c'est ce que je vous expliquais sur notre feuille de route. Et ça, c'est un point important. La feuille de route, ça va être un petit peu ce qu'on va s'engager à faire. Voilà, hein, et la feuille de route, elle va décrire un peu, je vais vous en montrer une juste après, sur quel thème on va travailler avec des actions concrètes. Hein. Donc, du coup, une fois que vous avez fait le travail du constat et on va dire de la feuille de route, ce qu'on souhaite améliorer et mettre en œuvre, en tant que responsable achat, vous allez piloter cette feuille de route. Parce que dans cette feuille de route, bien évidemment, vous allez mettre en place des actions. Certaines vous concernent, mais certaines vont être opérées par d'autres. Votre travail à vous, c'est de garantir que la feuille de route qu'on a mis en place, on va pouvoir l'opérer. Alors, dans cette feuille de route, on va retrouver les éléments de l'organisation. Et là aussi, on pourrait faire un séminaire que sur le thème de l'organisation. Je vous ai mis ici un exemple. J'allais dire, peu importe ce que vous allez définir, il n'y a pas d'organisation achat idéale. Il y a surtout une organisation qui va correspondre à là où vous êtes et ce que vous voulez adresser. Hein, c'est pour ça que le constat et l'ambition, c'est important. Pour moi, l'organisation, c'est un moyen. Hein, et on ne va pas mettre en place tout à fait la même organisation si, par exemple, on veut être une fonction achat qui a une ambition exclusivement de performance économique ou une fonction achat qui est tournée plutôt vers le service et la qualité, voire vers l'innovation. L'organisation peut être assez différente. Donc, je vous ai mis ici dans cette diapo les ingrédients ou les questions à vous poser pour définir votre organisation. Premièrement, d'où vous partez? Quelle est votre maturité? Hein, quand on me dit on va mettre en place une organisation achat décentralisée, ça peut marcher, mais si le point de départ, c'est qu'on est très mature. Quand on n'est pas mature en achat, on ne démarre pas par créer une organisation achat décentralisée. On est plutôt sur une organisation achat qu'on va au contraire centraliser. Deuxièmement, la politique achat. La politique achat, c'est le lien entre les orientations que vous allez prendre, mais surtout la stratégie de votre organisation. C'est souvent ce qu'on appelle la politique achat, c'est votre contribution. Donc c'est clair qu'une fois encore, il faut aller vous interroger quelle est la stratégie de ma collectivité, de mon hôpital, de mon ministère, parce que c'est ça qui va vous permettre de dire, voilà l'organisation achat que je mets en place pour répondre à cet élément stratégique. Troisièmement, la culture de l'établissement, de la collectivité dans laquelle vous êtes, parce que on l'a vu, vous êtes sur un projet de transformation. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Hein. Ce qui a été toujours un peu complexe dans l'univers hospitalier qui maintenant est un peu derrière nous, c'est quand même à certains endroits, on va être très prudent, un peu un manque ou un déficit de culture économique. Et donc du coup, vous n'allez pas opérer tout à fait la transformation de la même manière. Votre marché fournisseur, hein, est-ce que du coup vos fournisseurs ils sont régionaux, locaux, où est-ce qu'ils sont situés, comment on va s'en occuper, ça c'est important, et je pense là notamment à certaines organisations aujourd'hui qui ont plusieurs sites, voilà. Les portefeuilles achats, hein, c'est ce qu'on va appeler la segmentation, votre cartographie, comment c'est organisé, parce que ça peut impacter l'organisation, hein. On est souvent aux achats sur une organisation par famille ou par domaine d'achat. Ça peut bouger un petit peu, mais c'est forcément intéressant de l'intégrer quand on réfléchit à l'organisation. Et puis enfin, elle ressemble à quoi l'organisation d'aujourd'hui? Puisque du coup, on va le voir, souvent les évolutions d'organisation qu'on a eu à vivre, nous, en tous les cas, dans nos expériences, se font souvent avec les équipes qui sont en grande partie les mêmes. Et donc, du coup, comment on va demander à des personnes qui avaient un fonctionnement particulier que demain, ces mêmes personnes fassent un peu différemment? Donc, tout ça, ça peut aussi impacter votre réflexion d'organisation. Allez, on poursuit. La feuille de route. Donc, une fois que vous avez, donc sur la deuxième étape de votre transformation, vous avez fait le constat. Deuxième étape, vous avez bien discuté avec votre DG pour clairement lui faire exprimer qu'est-ce qu'il attend des achats, comment il souhaite une contribution. À partir de là, vous avez créé votre organisation et puis maintenant, vous allez créer votre feuille de route, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour aller atteindre l'objectif. D'accord? Donc, cette feuille de route, je vous ai mis un exemple, mais premièrement, il faut qu'elle soit très précise. Hein. Donc, j'allais dire, ça, c'est un travail un peu fin. Quand vous mettez en place l'organisation, typiquement,
Ne dites pas, ben voilà, on est aujourd'hui le 4 février, on va faire ça le 10 décembre. Oui, mais qu'est-ce qui se passe entre le 4 février et le 10 décembre? Il y a sûrement des étapes intermédiaires. Donc, soyez très précis dans votre élément de feuille de route, ne serait-ce que pour vous rassurer que vous aurez la capacité à la tenir. Hein, je vois encore souvent, vous avez beaucoup d'énergie, et je vois encore beaucoup de feuilles de route qui sont juste irréalisables parce que vous êtes mis une pression. Voilà. Donc, ça vous permet de bien respirer. Deuxièmement, il faut que ce soit clair. Cette feuille de route, il faut qu'elle soit, ça va être un des éléments structurants de votre communication. Donc, du coup, il faut qu'on soit assez précis et que ça soit assez clair. Voilà. Et s'il y a des zones un peu d'imprécision ou pas suffisamment compréhensibles par tous, il faut les retravailler. Troisièmement, cette feuille de route, une fois que vous allez déclencher la mise en œuvre, vous allez devoir assurer un suivi régulier. Hein, donc la feuille de route, elle va vous servir à faire une revue régulière pour s'assurer que ce qu'on a prévu, on l'a fait. Et là, du coup, vous pourrez vous féliciter. Et puis peut-être quelquefois, on l'a pas fait. Et de comprendre pourquoi on l'a pas fait. Et donc, du coup, s'expliquer pourquoi on l'a pas fait. Et puis réaliser des ajustements. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pilote. Voilà, hein, on peut ne pas obtenir un jalon. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on fait de ce jalon. Parce que si vous l'avez mis en tant que jalon, c'est qu'il était important. Et puis enfin, cette feuille de route, pour moi, c'est un élément très structurant de la communication. Voilà. Évitez ce qu'on appelle en conduite du changement l'effet tunnel. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez mettre en place votre organisation, il y a plein de choses qui vont concerner que très peu de personnes. Pour autant, parlez-en autour de vous. Hein. Déjà, ça vous obligera si vous le racontez aux autres, un petit peu, à vous sentir un peu plus obligé de le faire. Mais surtout, ça permet, avant qu'ils voient des résultats visibles, que vous puissiez commencer à expliquer ce qui est en train de se préparer. C'est important. Alors, voilà, je vous ai mis ici quelques exemples. Pardon, parce que ça doit être tout petit, hein, mais voyez, on a mis ici sur des actions de transformation 8 thèmes majeurs qu'on a planifiés. Typiquement, si à un moment donné, on se dit que c'est une bonne idée d'organiser un séminaire, du coup, ce séminaire, pour qu'il ait lieu, il faut le préparer, il y a un petit peu de logistique, il faut qu'il y ait un petit peu de contenu, etc., etc. Donc, chacun de ces thèmes sont déclinés avec des jalons, et puis du coup, ensuite, on pilote l'avancée. C'est ce qui va vous garantir qu'à un moment donné, en fin d'année, vous ayez fait ce que j'appelle moi une montée de maturité de votre organisation. Si vous n'avez pas une feuille de route, il y a beaucoup de chances que, surtout aux achats, l'année se termine et puis qu'on se dise, ah ben oui, zut, on avait dit qu'on ferait les stratégies des familles d'achat, des 5 plus importantes familles. On ne l'a pas fait parce qu'on a fait plein d'autres choses, c'est vrai, mais du coup, on ne l'a pas fait, alors qu'à un moment donné, on avait dit que c'était important. Donc, il faut de l'ambition sur la feuille de route et puis il faut y croire. C'est-à-dire que la feuille de route, elle est forcément réaliste. Hein, elle ne peut pas être que ambitieuse, sinon, malheureusement, elle n'aura pas lieu. Alors, les éléments du dispositif, quels sont les thèmes qu'on va retrouver dans la feuille de route? Premier thème, c'est l'équipe achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation et il n'y a pas d'organisation achat performante sans une équipe. Et quand on parle d'équipe, il faut un chef d'orchestre. Il faut une personne qui va incarner la transformation achat. Hein. Donc, c'est bien sûr, c'est vous, le responsable, le directeur achat. C'est pas forcément un super acheteur. Hein. J'ai quelques exemples assez sympas de patrons d'achat qui sont pas des grands champions des achats, mais c'est pas grave parce qu'ils ont une équipe avec eux. Mais par contre, ils sont des champions de l'incarnation du métier, de la transformation. Voilà, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler le manager, c'est ce qu'on pourrait appeler avec des qualités de leadership. Il vous faut ce chef d'orchestre. Voilà. Et j'ai pas d'exemple d'organisation achat performante sans un chef d'orchestre performant. J'ai pas trouvé. Et puis le chef d'orchestre, il faut qu'on lui donne une équipe. Donc du coup, il vous faut une équipe. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien le sport. Oui, télévisuel essentiellement. Et du coup, j'aime bien notamment le foot. Et donc du coup, j'ai pris l'exemple d'une équipe de foot. Mais l'idée, c'est que votre équipe achat, c'est vraiment important de s'en occuper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit obtenir ensemble des victoires. On doit avoir de la solidarité. Et donc du coup, là aussi, j'ai pas beaucoup d'exemples, d'ailleurs que ce soit ou pas des clients de Crop & Co, d'équipes achats très performantes sur lesquelles on n'a pas créé ces éléments, on va dire, de cohésion. Hein. Donc du coup, ça, c'est un premier point. Posez-vous la question, comment on va faire? Est-ce que les personnes sont bien autour de la table? Est-ce qu'on partage le même projet? Est-ce qu'on va dans la même direction? Et ça, vous avez un travail important à mener. Deuxièmement,
on l'a vu, les achats, c'est, on va dire, moi je le dis souvent, on va jouer aux achats. Du coup, on va jouer avec des règles du jeu. Hein. À plein d'endroits, ce qui fait un peu défaut, c'est les règles du jeu. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la gouvernance, premièrement, on va décrire les processus. Hein. Dans les achats, il y a un certain nombre de processus clés qu'on doit pouvoir opérer. Et puis, il y a un certain nombre de réunions, hein, puisqu'on est dans un métier d'interaction. Alors, on va se réunir entre nous, on va se réunir avec nos clients, on va se réunir avec la DG ou la DAF, on va se réunir avec le contrôleur de gestion. Donc, comment tout ça, on vient le décrire. Troisièmement, il faut qu'aujourd'hui, une organisation achat performante, elle décrive son plan d'action de l'année. Voilà. C'est fini le temps où, en fin d'année, vous faites vos faits marquants et vous dites ce qui s'est passé. Voilà. Aujourd'hui, vous devez raconter l'histoire des achats en début d'année. Et là, on est dans la période où vous devez annoncer vos objectifs. Combien vous allez déclencher de performance économique? Quelles sont vos stratégies d'achat? Comment vous allez décliner votre politique d'achat responsable? Voilà. Il faut décrire, c'est ce qu'on appelle le plan d'action. Voilà. Et puis enfin, le dernier point, parce que ça va vous permettre de donner un peu de robustesse. Hein, on est quand même dans des organisations où on a des mouvements, comme dans toutes les organisations. Donc, il faut un peu donner un peu un socle. Voilà. Et je trouve que c'est un bon exercice que de réaliser un guide métier achat qui va vous servir en interne, mais aussi qui peut être un élément de communication et qui vous permettra de temps en temps d'être mis à jour. Tout ça, c'est ce qui constitue pour moi les éléments socles d'une gouvernance achat. Voilà. Et vous ne pouvez pas faire l'économie d'un de ces éléments. Vous pouvez pas vous dire, nous on a des processus, on a des instances, mais du coup le plan d'action, chacun sait ce qu'il a à faire. Ça marche pas. Hein, il faut vraiment décrire tout ça. On va aller assez vite. Ça, c'est une diapo que vous connaissez beaucoup et tous, mais je la reprécise. Votre rôle, hein, puisque c'est là qu'on va déclencher le maximum de performance, c'est d'intervenir très en amont du processus. Hein. Donc, on le sait bien, quand vous intervenez tardivement, c'est-à-dire par exemple au niveau de la mise en concurrence, j'allais dire, il y a une partie de l'histoire de la performance qui a déjà eu lieu et que vous ne pourrez pas récupérer. Donc, j'allais dire, votre travail en tant qu'acheteur, c'est comment je vais être en situation de me retrouver dans ces zones amont dans lesquelles se discute le besoin, la manière de l'exprimer, parce qu'après, on sait que la performance économique, elle baisse très rapidement. Alors, on va retrouver de la performance sur le pilotage. Là aussi, je fais juste une petite parenthèse, les acheteurs ont quelquefois un petit peu tendance à bien s'occuper du dossier, et puis quelque part, quand c'est terminé, on pousse, voilà, il y a un marché qui est mis en œuvre, on opère le marché, et dès qu'on est sur ce que j'appelle le suivi d'exécution de ce marché, quelquefois, on peut rencontrer un peu des difficultés parce qu'on est peut-être forcément un peu moins présent, parce qu'on a moins le temps aussi. Et c'est dommage, parce que à cet endroit-là, il y a plein d'éléments qui peuvent être intéressants à bien respecter. Et quelquefois même, quand vous avez obtenu de la performance, vous êtes en situation de pouvoir en perdre une bonne partie dans la manière dont est opéré le marché. Donc, pensez à ça. Comment, sur les sujets importants, je reste un peu présent après l'histoire. Alors, nous, on a tendance à regarder ça de manière un peu macro quelquefois. Et bien évidemment, la maturité, elle va augmenter proportionnellement à votre capacité à être présent sur l'ensemble du processus, hein, avec le bon niveau d'effort. Typiquement, votre mise en concurrence sera d'autant plus performante que vous avez fait un gros travail sur le besoin, sur éventuellement le sourcing, si ça fait du sens pour vous. Vous allez avoir ici des offres qui vont être d'autant plus travaillées et pertinentes. Si ce travail-là n'a pas eu lieu, souvent, vous êtes dans des situations soit avec pas d'offres, voilà, ça arrive, soit avec des choses qui sont tellement hétérogènes parce que vous le savez bien, qu'il y a des charges un peu de travers, parce que nos consultations n'ont pas été suffisamment travaillées. Donc, votre maturité, votre performance s'en ressent grandement. Le petit message ici, occupez-vous des clients internes, voilà, ou en tous les cas, des plus importants pour vous. Allez les voir, discutez avec eux, parce qu'ils ont toujours un coup d'avance, voire 2 coups d'avance par rapport à vous. Et si vous ne créez pas le lien, vous allez toujours courir derrière eux et c'est pas très bon. Et puis quelquefois, ces clients internes, vous avez une capacité à les orienter, hein, également dans la manière dont ils vont coopérer avec vous. Donc c'est important que vous créez cette logique-là. C'est la même chose pour vos fournisseurs les plus importants. Consacrez-leur du temps. Je rencontre encore trop d'organisations achats qui me disent que ils ont plus le temps de rencontrer les fournisseurs. C'est absolument anormal. Voilà. Donc du coup, il faut créer dans votre dispositif de gestion du temps. Hein, on pourrait aussi
Tiens, on pourrait se faire ça, un webinaire sur la gestion du temps. Il faut créer ça parce que le fournisseur stratégique, lui, il va avoir besoin d'avoir des clients qui lui consacrent du temps. Et si c'est pas vous, eh ben, un jour ou l'autre, ça sera quelqu'un d'autre et vous pouvez en pâtir. Voilà. Et puis enfin, le dernier point, le pilotage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis au clair sur ce qu'on voulait être, comment on allait le faire dans la feuille de route, le dispositif, tout ça, il faut le piloter. En clair, ces objectifs qu'on s'est donnés, est-ce qu'on les atteint? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire? Tiens, non, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on corrige? Est-ce que notre cible était trop ambitieuse? Est-ce que les moyens, etc. Donc, du coup, c'est vraiment important qu'à tout moment, vous puissiez disposer d'éléments de pilotage et de reporting. La communication, là aussi, je crois qu'il faut travailler ce sujet. Ça a été longtemps un peu le parent pauvre des organisations achats. Ça a pas mal changé parce qu'on a aussi des fonctions qui sont rajeunies, parce qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus communicant. Mais du coup, ça vous impose à être bien clair sur les types de messages que vous voulez faire passer. Vous avez beaucoup d'outils pour le faire. Là, on n'est pas en manque, mais par contre, quel est l'outil adapté à mon message? Voilà. Et quelquefois, d'envoyer un mail à tous les membres d'une collectivité, c'est peut-être pas le meilleur des outils en fonction de ce que vous souhaitez obtenir en termes de com. Donc là aussi, les organisations achats qui performent, elles ont réfléchi à leur communication en début d'année, elles ont structuré et planifié leurs actions de com tout au long de l'année, et elles l'ont dosé. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des actions de com, voilà, mais une action de com, ça peut être souhaiter les vœux, ça peut être, voilà, il peut se passer plein de choses aux achats. Pensez à ça parce que du coup, vous avez une fois encore tout un levier. Moi, je pense souvent aux équipes achats qui sont absolument pas présentes sur les sites institutionnels. Combien de fois je vais sur le site d'une métropole, d'une région, d'un hôpital, et je trouve rien sur les achats. Voilà. Et je me dis tout le temps, mais comment, en fin de compte, on rentre en contact avec l'équipe achat et on peut pas démarrer par le standard. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, si à certains endroits ça fait du sens pour vous, créez un dispositif pour organiser cette communication. C'est perturbant pour ceux qui l'ont jamais fait de parler devant son écran. Il y a un petit côté un peu schizophrène, mais voilà. Je continue. Le digital. Alors, oui, on est dans cet univers digital. Donc, du coup, on va dire que c'est chouette. C'est une bonne période. Mais c'est toujours pareil. C'est chouette si c'est maîtrisé. Donc, oui, on ne sera pas en manque de solutions. Beaucoup de choses existent. En vérité, ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire, vous. Donc, nous, en tous les cas, chez Compagneco, la conviction qu'on a, c'est que le digital, il est au service des achats et c'est pas une finalité. Quand on me dit on veut mettre en place un SI achat, super, mais en vérité, la seule question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Voilà, c'est ça qu'il faut bosser. Après, les solutions, vous allez les trouver. Donc, voilà. Ensuite, deuxièmement, là aussi, pour le coup, on est un peu dans quand même la mode. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, en sachant que c'est deux lettres qu'on sert sur tous les sujets. Voilà. Alors souvent, on confond un peu l'intelligence artificielle et puis la reconnaissance vocale. Voilà. Non, mon téléphone, il sait pas voilà, chercher tout seul, si ce n'est qu'il a entendu plein de choses, qu'il connaît plein de choses et qu'il sait que quand je lui dis restaurant, oui, j'aime bien les pizzas, donc du coup, il va me proposer des pizzas. Mais c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la reconnaissance. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Et non, j'ai eu un DG qui, il y a peu de temps, m'a dit, mais du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de recruter des acheteurs? Parce que du coup, si j'ai des systèmes qui me travaillent mes besoins, qui me suggèrent des fournisseurs. Alors, on a plein de systèmes, c'est en train de beaucoup bouger, ça c'est chouette, qui vont nous faciliter le travail aux achats, ça c'est vrai, qui vont nous permettre peut-être de faire enfin des cartographies de dépenses un peu plus facilement qu'avant. Mais pour autant, en tous les cas, on les a pas vus encore des systèmes qui vont vous créer votre stratégie d'achat, qui vont vous créer votre préparation de négociation. Donc sur le métier, voilà, si tant est qu'on soit sur le métier. Et je dis aux acheteurs, si vous n'êtes pas sur le métier, alors oui, là vous avez peut-être des risques à vous faire, parce que si c'est pour parler d'appro, je pense que ça c'est un métier en effet où demain on va accélérer l'utilisation de systèmes automatisés pour s'occuper de cette partie-là. Donc pour moi, l'IA, ça reste l'intelligence de l'acheteur. Si vous êtes sur ce domaine-là, vous avez un beau terrain de jeu, parce qu'il y a plein d'endroits où pour l'instant vous avez une grande longueur d'avance par rapport au système, si tant est qu'on soit sur le métier achat. Voilà. Et donc du coup, vous devez rester maître de ce jeu. Alors, puisqu'on est sur le digital, je vous ai juste fait cette diapo pour vous dire,
en vérité, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'un SIA. Vous avez besoin de traiter un certain nombre de fonctionnalités. Donc, ces fonctionnalités, c'est qu'est-ce qui se passe sur l'amont par rapport à mon besoin, par rapport à mon sourcing, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait ce travail-là par rapport, on va dire, à la consultation. Alors, ça peut démarrer à l'aide à la rédaction, etc. Qu'est-ce qui va se passer sur la partie des commandes et des appros et de la comptabilité. Et puis surtout pour vous, et je crois que c'est là que vous avez un enjeu essentiel, comment on va manager et piloter tout ça. Voilà, comment on va s'assurer d'être présent sur les bons sujets stratégiques. Comment on va s'assurer qu'on va s'éliminer des risques. Comment on va s'assurer que tout ce qui se passe avec un fournisseur, on a tracé l'information. Comment on va s'assurer qu'on a la bonne information d'alerte sur la fin d'un marché. C'est ça votre job. Et moi, je crois que plus que d'être un expert de tous les sujets, il faut que vous pilotiez tout ça et que vous opériez le besoin fonctionnel. Voilà. Aujourd'hui, vous allez avoir un besoin typiquement d'adresser une communauté entre les fournisseurs, les équipes juridiques, les acheteurs, votre direction financière, votre direction métier. Comment on va leur donner de l'information? Comment on va collaborer? Vous parlez tous, et nous les premiers de collaboration, mais concrètement, comment ça se passe? Comment on travaille ensemble sur un projet? Voilà, et donc ça, c'est un point important. Donc aujourd'hui, il faut piloter l'activité, il faut manager des projets, et puis vous allez en plus travailler avec des équipes qui ne sont pas forcément hiérarchiquement rattachées. Je pense dans certaines organisations, nous on a travaillé beaucoup avec le monde hospitalier, ben voilà, on a des acheteurs référents qui dépendent d'un directeur d'établissement et qui est fonctionnellement en lien avec les achats, mais qui n'est pas forcément directement attaché à l'équipe achat. Et pour autant, ben, il est clairement très opérant sur le process achat. Et puis enfin, une fois encore, pour en revenir au digital, notre conviction, c'est que le digital, il est au service, donc il doit vous permettre de mieux collaborer, de mieux communiquer, mais surtout de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on ne met pas en place des solutions digitales si c'est pour nous rajouter du travail. On est vraiment là clairement pour gagner du temps, aller plus vite, se retrouver au bon endroit. Ça, c'est la page de pub qui arrive à peu près maintenant. C'est juste pour dire que par rapport à toutes ces problématiques qu'on rencontre régulièrement, on a nous-mêmes développé notre plateforme tout simplement parce que cette plateforme, on ne trouvait pas beaucoup les réponses dans ce qui existait sur le marché il y a 4-5 ans. Les choses sont en train d'évoluer. Et donc, du coup, on s'est vraiment posé la question par rapport à tout ce que je vous ai montré avant, comment on pilote et on manage une organisation achat. Pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis le lien et on peut vous organiser des démonstrations, et mieux qu'une démonstration, on vous met en relation avec nos clients qui utilisent OKVO. On a beaucoup parlé donc de pratiques, d'outils. Un point sur lequel je veux insister, qui est aussi pour moi important dans la mise en place d'une organisation achat, c'est votre comportement, vos attitudes. Et je pense que c'est important de partager quelques éléments. Premièrement, je crois qu'il faut être très positif parce que c'est un beau projet, c'est un chouette projet de mettre en place une organisation. Et une fois encore, on est dans une logique où, une fois l'organisation en place, on veut que ça soit mieux après qu'avant. Donc, du coup, il faut positiver. Voilà, ne vivez pas la mise en place de l'organisation comme étant une organisation qui va empêcher de, voilà, qui va bloquer, qui va contrôler. On n'est pas dans cette dynamique-là. On est là pour permettre à notre institution d'être plus performante. Deuxièmement, pour ceux qui sont un peu au début de l'histoire, et même pour les autres, il faut être un peu tenace. Parce que clairement, au début de l'histoire de la transformation, vous n'êtes pas beaucoup à être très convaincus. Donc les quelques convaincus, déjà chapeau, et puis courage, parce que du coup, il va falloir embarquer un petit peu. Vous n'avez pas besoin d'être très nombreux, on sait tous les belles histoires sur avec peu d'hommes, on a réussi à faire des choses très belles, mais par contre, ces hommes-là, il faut qu'ils aient vraiment une vision et une ténacité importante. Et du coup, ce qui peut aider dans cette ténacité, c'est d'avoir un sponsor en interne. C'est clair qu'un DG qui partage un niveau de conviction ou un directeur général des services, ou en tous les cas quelqu'un qui va pouvoir être vraiment un partenaire dans cette mise en place, c'est important. Et j'en ai profité pour l'écrire parce que c'est aussi un vécu qu'on a régulièrement. Là aussi, le fait d'avoir un apport externe qui va vous guider méthodologiquement, qui va être aussi un peu un espèce de coach de conduite du changement permanent, c'est important. Et n'oubliez pas de pouvoir aussi de temps en temps, ça peut être une bonne réponse parce qu'il faut tenir un peu dans la durée. Vous allez voir, la conduite du changement, ça se fait pas en 2 mois. Donc, du coup, il faut un petit peu avoir un peu de résilience, comme on dit maintenant. Dans les éléments du dispositif qui me paraissent très importants, il faut assez vite obtenir un premier succès parce que ça va donner confiance à tout le monde.
Hein, c'est ce qu'on appelle, vous savez, dans les quick wins, les succès rapides. Donc, du coup, il faut gagner une première fois. Hein. Je vous ai dit que j'aimais bien le sport. Hein, voilà. Donc, du coup, vous vous souvenez, on avait gagné une première fois. Et du coup, ben, quand on gagne une première fois, sauf à ce que ça soit un exploit, on a envie de recommencer. Et donc, du coup, et après, du coup, ben, c'est plus pareil. Hein. D'ailleurs, pour les vieux comme moi, c'était bien ce qu'on a fait en Coupe du Monde, mais ça n'a pas la même saveur que la première, parce que la première, voilà. Donc, du coup, dans les achats, il y a un parallèle. L'idée, c'est pas que vous fassiez un super dossier, c'est que vous soyez en capacité de devenir un acteur fiable et performant. Hein. C'est ça qui fait la performance. C'est pas l'exploit, c'est de répéter. Vous avez un dispositif achat qui fait que vous garantissez une performance. Le suivi du plan et la communication. Juste sur la communication, un message fort, raisonnez toujours en termes de bénéfices. Voilà, éclairez toujours ce qui va bien, ce qu'on peut améliorer. Ayez une communication positive. Là aussi, je crois que c'est important de bien insister sur ce point-là. Voilà. Ça vous empêche pas de traiter tout le reste, hein, et je suis pas inquiet là-dessus. Mais dans votre communication, il faut pas, par exemple, moi je vois souvent des patrons d'achat qui m'expliquent comment ils parlent des achats et c'est trop compliqué. Ça fait peur, hein, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que des fois même on comprend plus ce qu'ils disent, mais surtout des fois ça fait peur. Donc raisonner en termes de bénéfices avec des mots simples. Voilà, les achats, moi je dis souvent, c'est un métier de bon sens, vous le savez. C'est un métier où on va associer des besoins à un marché fournisseur. C'est pas compliqué. Voilà, donc du coup, c'est comment on va faire ça de manière régulière. Allez, pourquoi ça pourrait ne pas bien marcher après tout ce qu'on s'est dit? Il y a quand même quelques raisons. Premièrement, si vous n'avez pas une vision claire du projet, si vous n'avez pas une vision claire de l'ambition, c'est compliqué. Si on ne sait pas qu'on va aller viser l'immeuble qui est là-bas en face, du coup, pour aller dans cet immeuble, on va devoir descendre, traverser la rue et aller dans l'immeuble. Alors, certains vont vous dire qu'on peut prendre des escaliers, d'autres l'ascenseur, ça, c'est pas grave, mais on sait tous qu'on va dans cet immeuble. Si je dis on va de l'autre côté de la rue et que je dis pas que c'est l'immeuble, eh ben, c'est clair que si vous êtes 10, on va pas tous viser le même objectif. Donc, du coup, il faut une vision claire. Deuxièmement, il vous faut une méthode. Voilà, hein, il faut vous, alors, soit vous appuyer sur des choses existantes, soit vous faire aider, mais il faut une méthode parce que du coup, c'est pas compliqué, mais ça demande un petit peu de méthode pour pas prendre les choses un peu à l'envers. Troisièmement, il vous faut un petit peu de compétences métiers. Alors, soit c'est vous qui les avez, c'est super, et vous allez un peu égrener, soit quelquefois, il faut un petit peu aller les chercher, et on peut évoquer la problématique de recrutement, de savoir-faire. On peut pas uniquement s'appuyer sur des personnes qui connaissent bien l'organisation. C'est intéressant, mais il faut du métier. Quatrièmement, moi j'ai quelques exemples auxquels je pense de l'organisation où on n'a pas, enfin ça n'a pas fonctionné parce qu'on a été trop prudent sur la communication. Moi je crois on peut éventuellement vous reprocher des fois de trop communiquer, mais c'est pas gênant, ça peut se régler. Par contre l'inverse est très pénible parce que du coup là vous embarquez pas la transformation. Bien sûr, hein, une raison importante de l'échec, c'est si vous n'avez pas de soutien au niveau de votre direction générale. Ça, c'est clairement très handicapant. Ça veut dire que vous pouvez quand même faire plein de choses au niveau achat, mais ça ne sera jamais un projet de l'organisation. Et ça, c'est compliqué. Hein. On peut développer l'organisation, on peut faire plein de choses, mais si on n'a pas réussi ce que j'appelle à venir se cranter à la direction générale, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à répondre à la question d'un DG. Pourquoi ça va être important pour moi? Il faut que vous puissiez répondre à cette question. Hein. Ne pensez pas qu'à vous, pensez à lui. Qu'est-ce qui va faire qu'un DG va vous soutenir? Si vous ne savez pas trouver un angle d'attaque pour lui dire ça va être drôlement bien pour toi de mettre en place une organisation, c'est un autre projet. Voilà. Sixième raison, l'impatience. Hein, quelquefois, on a envie d'aller très vite. Je vous prenais l'exemple des outils. On veut mettre en place des outils, mais on n'a pas réfléchi. Le nombre de fois, on me dit on met en place un outil, super, il n'y a pas de segmentation achat. Voilà, les rôles dans l'équipe achat, ils sont pas clairs. Le processus, il n'a pas été défini. Donc, j'allais dire, OK, on va mettre l'outil, mais déjà, posez-vous la question dans quel ordre on va adresser tout ça. Si vous n'êtes pas capable de montrer vite des premiers résultats, hein, c'est aussi une raison où vous allez rendre un peu ce projet plus compliqué. Donc, il faut vite trouver par quel angle d'attaque on va commencer à démontrer que ce qu'on fait, ça délivre des résultats. Et puis, le dernier point, il est chez vous. C'est-à-dire que toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, voilà, c'est ce qu'on appelle la procrastination, voilà, de reporter au lendemain, etc. Ce thème-là, clairement, on l'oublie quand on est accompagné, hein, parce que si on travaille ensemble et qu'on se dit que mardi prochain, on a une réunion d'équipe, nous, on sera là mardi prochain. Alors que si vous êtes tout seul et que les choses sont pas prêtes, je vois trop d'exemples où les choses se repoussent. Et ça, c'est une raison de l'échec. Allez, pour terminer, quelques éléments. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire forcément nos clients, mais de manière plus large, on peut vous orienter vers des secteurs. Premièrement, alors au-delà du GHT de Sud-Lorraine, hein, qui
qui est le GHT qui est construit autour du CHU de Nancy. Le monde hospitalier, de manière générale, je trouve, est un monde, quand on travaille sur les organisations d'achat public, à aller regarder. Alors certes, il y a une centaine de GHT en France, elles sont pas toutes au même niveau de maturité, elles n'ont pas toutes la même configuration, elles n'ont pas toutes les mêmes problématiques. Mais ce monde hospitalier, il est très intéressant parce qu'il s'est intéressé aux achats il y a déjà quelques années avec un programme qui s'appelait le programme phare. Donc la problématique de ce que c'est qu'un gain, par exemple, de ce que c'est le rôle de l'acheteur, le rôle de l'approvisionneur, le rôle du gestionnaire, le rattachement du directeur achat au directeur général, la communication, tout ça, ça a été traité. Donc il y a beaucoup d'exemples, il y a une grosse matière qui a été réalisée par les établissements, par le ministère de la Santé, et c'est un secteur qui est intéressant. Chez Cropenco, on les connaît bien puisqu'on en a accompagné un très grand nombre, et aujourd'hui, il y a aussi un très grand nombre de ces GHT qui sont occupés de notre solution digitale au KVO. Donc, en tous les cas, à minima, allez regarder ce qui se passe dans ces secteurs, et si vous avez besoin de contacts, ce sera avec plaisir qu'on vous les donnera. Deuxième secteur qui est en train d'arriver, c'est le monde des métropoles. Je serais tenté de dire que, alors bien évidemment, comme les métropoles, c'est un peu plus récent, avec toute l'amitié que je leur porte, ils sont un peu plus en retard. Encore que c'est en train de bouger très vite, parce que là, pour le coup, les enjeux économiques sont très importants et c'est en train de basculer. Donc, les grandes métropoles, bien sûr, il y en a un petit peu moins que le nombre de GHT, puisque je crois qu'en France, on doit avoir 20 ou 25 grandes métropoles. Et là, il est en train de se passer plein de choses très, très intéressantes. Alors, il y en a une qu'on connaît très bien, c'est la métropole de Aix-Marseille-Provence, avec une équipe extra, mais surtout avec tout ce que je vous ai dit avant sur la vision, le sponsor, les résultats, les compétences, les pratiques. Voilà, le patron d'achat qui s'appelle Christophe Hannequin a mis en place tout son dispositif, étape après étape, et nous on l'a vu se développer. Il y a plein de choses qu'il a fait sans nous pour être à l'aise avec ça. Puis il y en a quelques-unes qu'on a fait ensemble, et c'est intéressant. Et d'ailleurs, on retrouve dans les métropoles, pour moi, beaucoup de problématiques qu'on a dans le monde hospitalier. Et puis, pour aller au bout de l'histoire, on commence à retrouver dans les métropoles des acheteurs qui étaient avant dans le monde hospitalier, qui est un bon vecteur aussi. C'est-à-dire que les acheteurs de l'hôpital, ils vont vers les métropoles parce qu'en termes de parcours, c'est un peu leur suite de l'histoire. Voilà. Et puis après, il y a plein de choses à raconter. Moi, je vous ai mis un peu des thèmes, essayez de vous inspirer, d'aller chercher des témoignages. Mais là aussi, ça va vous aider à construire votre projet. Voilà. Ne soyez pas tout seul face à votre feuille blanche. Allez discuter avec des collègues, y compris dans des univers qui sont un peu différents. Ça va vous nourrir et vous inspirer. Sur notre site, vous allez retrouver des témoignages, pas mal, quelques vidéos, on commence à publier des vidéos, donc ça c'est important. Mathias, je regarde l'heure, on est pas mal? On est pas mal, mais vous êtes déjà un petit peu en retard. Allez, bon, donc c'est le moment de conclure, voilà, Mathias ne me loupe pas. Conclusion, peut-être, ce que je serais tenté de partager avec vous, ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, j'ai vu les questions évoluer. Premièrement, aujourd'hui, c'est plus une question de savoir s'il faut mettre en place une organisation achat performante ou pas. Je crois que du coup, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes assez convaincu de la réponse. La question maintenant que vous devez vous poser, c'est comment on va mettre ça en place. Par quel bout on démarre l'histoire. Il y a plein de choses qui sont issues de votre culture et de votre univers qu'il faut vraiment intégrer. Puis après, il y a des éléments méthodologiques. Voilà, une fois encore, ne partez pas trop vite sur les compétences, etc. Quand on me dit qu'il faut former les équipes, moi j'aurais toujours super, mais pourquoi faire? Voilà, parce que du coup, en fonction de ce que vous allez vouloir atteindre, on va former les équipes. Votre tableau de bord, quand on me dit quels sont les indicateurs qu'il faut que je mette en place dans le tableau de bord, je leur dis surtout quel est votre objectif. Si vous voulez aller vite, si vous voulez faire des économies, si vous voulez être plus développement durable, ça ne sera pas le même tableau de bord. Donc posez-vous la question, voilà, comment on va mettre en place ce type de projet? Le gros avantage de l'année 2020, c'est que vous avez autour de vous plein de gens qui l'ont déjà fait. Donc, je vous prends un exemple. Quand moi, il y a 12-13 ans, on disait aux pharmaciens dans le monde hospitalier qu'il fallait que ce soit les acheteurs qui achètent le médicament, il fallait qu'on y aille vraiment sur nos convictions. C'était un peu compliqué. Aujourd'hui, de partout, ce sont des acheteurs qui traitent ces sujets d'achat de médicaments. Donc, du coup, on a aujourd'hui, vous avez plein de benchmarks de partout qui vont vous aider à construire et à venir convaincre chez vous les personnes qui sont peut-être un peu moins convaincues. Voilà. Alors, pour aller plus loin, il y aura le replay de ce qu'on vient de se dire, premièrement. Deuxièmement, on continue. Vous savez, pour ceux qui nous suivent un peu, qu'on aime bien venir vous rencontrer et animer. Donc, on organise une matinale plus particulièrement destinée au digital sur l'organisation achat qui aura lieu le 6 mars dans cette belle ville de Marseille. Le 11 juin, on organise à Lyon un forum avec beaucoup de témoignages
d'acheteurs sur le thème aussi du digital. Donc là, ça va être très ouvert. Puis on a beaucoup de partenaires qui seront présents avec nous. Et puis enfin, on a, je vous l'ai dit, écrit quelques livres blancs. Celui qui se rapproche le plus des thèmes qu'on vient de voir, c'est celui sur les organisations achats. Vous pouvez le télécharger sur notre site. Il structure un peu et on est en train de prévoir une évolution de ce livre blanc. Voilà, alors je ne sais pas si on peut prendre une ou deux questions ou pas, Mathias. On est un peu en retard, mais. On va laisser les gens les poser. Ouais. Je vous invite à le faire directement dans le chat. D'accord. En attendant, peut-être c'est partager les résultats des quelques sondages. Allez, d'accord. Vas-y. Du coup, il faut que je fasse ça pour qu'on te voit, non? C'est comme ça que ça se passe? Alors, les gens me voient, oui. D'accord. C'est ça. Alors, première question. Je vous ai demandé si vous aviez déjà mis une politique achat en place dans votre organisation. On s'aperçoit que pour la majorité d'entre vous, c'est le cas. Alors, c'est assez équilibré. 57% des répondants ont déjà mis en place une politique achat. D'accord. Ce qui est plutôt un bon indicateur. C'est plutôt un bon indicateur, hein, bien évidemment. Ce qu'il est intéressant de noter également, Fabrice, par rapport aux 9 piliers de la maturité que vous avez présentés, j'ai posé la question aux participants, quel est celui qui leur pose le plus de problèmes? Et c'est l'innovation. D'accord. Voilà, en grande majorité. Pour 50% des répondants, c'est l'innovation. Ok. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. Oui, on partage. Souvent, le problème qu'on a sur l'innovation, c'est qu'il faut le rendre concret. Hein. C'est pas que le thème, c'est comment on va le rendre concret. Mais surtout, la question qu'il faudra vous poser, c'est est-ce que c'est opérant dans mon organisation, hein? Parce que l'innovation, elle peut être à tous les niveaux. On pense souvent à l'innovation au sens technologique, mais ça peut être innovation dans les services, ça peut être innovation dans plein de thématiques. Donc, à plein d'endroits, ça fait du sens. Il faut juste que vous, au niveau achat, vous créez le dispositif pour pouvoir la capter, cette innovation, et la piloter. Question suivante, sur la fréquence des rencontres avec vos fournisseurs stratégiques. On observe que la majorité d'entre vous rencontrez vos fournisseurs stratégiques au moins une fois par an. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est une bonne pratique? Il faut le faire plus souvent? Oui, c'est plus souvent, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il faut surtout vous dire qui je rencontre. Voilà, hein, et peut-être que du coup, pour pouvoir rencontrer les stratégiques une fois par an, ça veut peut-être dire qu'il y en a quelques autres qu'il faut moins rencontrer. Voilà. Et après, dans stratégique, il faut qu'on soit bien au clair sur ce que c'est, parce que souvent, on mélange un petit peu le fournisseur important, le fournisseur à risque, le fournisseur stratégique. Ça, c'est des statuts un peu différents. Mais voilà, il faut en tous les cas densifier un peu les rencontres une fois par an sur un stratégique. Ça me paraît peu. Très bien. C'était les questions principales. Encore une fois, je vous invite, hein, si vous avez des questions à nous poser, à le faire directement dans le chat. Je vous rappelle que pendant toute la présentation, j'ai posté quelques liens aussi, notamment pour télécharger nos livres blancs. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient déjà fait. Donc, si vous n'étiez pas là en début de présentation, il vous suffit de remonter le fil de la discussion pour retrouver ces liens. Bon, eh bien, écoutez, en tous les cas, s'il n'y a pas de points complémentaires, merci à vous pour cette écoute. Si c'est un sujet qui vous a intéressé, on a décidé dans notre plan d'action commercial pour nous, parce que vous, c'est les achats, nous, c'est le commerce, d'organiser plus de webinaires cette année, parce que c'est aussi un moyen de participer qui est peut-être plus souple que des rencontres physiques. Ça viendra compléter le dispositif d'événements qu'on souhaite garder. Mais du coup, voilà, on va accélérer un peu sûrement la fréquence. Donc, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et s'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas non plus à réagir avec. Alors, avant peut-être de vous quitter, j'ai une première question de Madame Rast. De Bois Habitat, Fabrice, qu'est-ce qu'un fournisseur stratégique? Ah, c'est une bonne question, madame. Un fournisseur stratégique, c'est un fournisseur qui, dans ce qui vous délivre, hein, donc c'est soit la fourniture, soit des services, ce que vous livrez est au cœur de votre, on va dire, de votre offre, hein, ou en tous les cas de ce que vous êtes. Typiquement, un fournisseur de bureau ne sera jamais un fournisseur stratégique. Voilà. Par contre, un fournisseur de nettoyage, si vous êtes par exemple dans le nettoyage de locaux qui reçoivent du public, ben, c'est un fournisseur stratégique, parce que du coup, sa prestation, elle est au cœur de ce qui est la qualité de recevoir. On travaille pour des bailleurs sociaux. Tout ce qui concerne la maintenance des immeubles, etc., ce sont des fournisseurs stratégiques. Parce que du coup, en clair, on a souvent tendance à considérer qu'un fournisseur est stratégique si dans sa prestation, sa fourniture, on vient toucher directement notre client final. Voilà. Alors, dans l'univers public,
le client final, c'est une thématique qu'on pourrait, voilà, à l'hôpital ou dans une région. Oise Habitat, vous êtes un bon exemple. Je pense que il y a les fournisseurs qui s'occupent de l'entretien des habitations. Ce sont des fournisseurs qu'on peut considérer comme stratégiques. Et donc, du coup, oui, il faut qu'on s'en occupe un peu de manière particulière. Voilà. Merci, Fabrice. Autre question, peut-être un peu plus complexe. Le programme phare existera-t-il un jour? Version métropole, pardon. Version métropole. Oula. Je sais pas, mais en tous les cas, rien ne vous empêche, vous, de vous inspirer des principaux éléments, en tous les cas, de ce qui a été bénéfique. Dans le programme, il y a des choses qui étaient un peu plus compliquées, mais l'avantage, c'est après un petit peu la tutelle. C'est clair que ce qui était plus simple avec le monde hospitalier, c'est qu'il y a une autorité de santé régionale qui a été une courroie de transmission entre le ministère et les établissements. Alors, tout s'est pas fait dans la facilité, mais globalement, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que en 10 ans, si on avait la capacité à rembobiner, regardez ce qu'était la maturité achat des établissements hospitaliers il y a 10 ans, et regardez aujourd'hui comment elle a évolué. Après, une fois encore, tout n'est pas... voilà, il y a encore un verre qui est à moitié vide, mais en tous les cas, on l'a à moitié rempli, et je pense que sur le métier achat... voilà. Et dans les métropoles, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas le même chemin, si ce n'est que là, pour le coup, c'est des démarches qui sont plus régionales et locales, parce qu'une fois encore, il n'y a pas de... Mais je vous dis, comme on le voit un peu de partout, et je vous dis, on le voit surtout bien, et ça, je me demande si on va pas faire un petit article là-dessus, c'est qu'on voit des hospitaliers qui viennent vers l'univers métropolitain, donc c'est vraiment en train de bouger, parce que vous avez les mêmes problématiques de groupement, de centrale, de culture. Une métropole, voilà, au début de l'histoire, les achats, c'est pas... il y a du boulot, quoi. Vous avez du boulot. Voilà, c'est en train de bouger. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Attendre 2 minutes. Allez, 2 petites minutes alors. Ouais, avec plaisir. Personne qui me demande le support de présentation. D'accord, le support. Il est payant. Voilà. On s'est pas mis d'accord. On s'est pas mis d'accord, on peut le faire payer, non? Bon, allez, plus sérieusement, oui, on le mettra dans le replay. C'est bon? Écoutez, ça a l'air tout bon. Ça a l'air tout bon. Allez, on n'a plus de questions. Merci. C'était un moment agréable. Et puis bonne suite à vous. Et puis ma foi, à bientôt pour ceux avec qui on continue à discuter. Merci à vous.